La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions sur le thème « Quelle politique du logement, habiter et se loger dignement dans les territoires ?» Je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à 2 minutes la durée maximale de chaque question et de chaque réponse sans droit de réplique. Donc pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, le premier orateur, Monsieur Paul-André Colombani. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, très chers collègues, le débat que nous avons aujourd'hui est vital. Il est vital pour les Corses, les Basques, les Bretons, les Ultramarins et tous les territoires qui connaissent une crise du logement sans précédent. Certains de mes amis vont dire que je radote. Je suis élu d'une commune de Tsons, qui est probablement un exemple le plus vif que je peux décrire. 70% de résidences secondaires, 1300 actes d'urbanisme délivrés entre 2019 et 2021, 2400 habitants. Au total, ça fait 2800 résidences secondaires. Inutile de vous dire qu'il est impossible pour des jeunes Corses de s'y installer, tout comme il est impossible pour un instituteur de trouver un logement décent à l'année. Face à l'ampleur de ce phénomène, il nous faut définir une nouvelle législation à la hauteur des enjeux. L'extension du dispositif de taxation des résidences secondaires dans le PLF 2023 est un premier pas en avant qui permettra d'abonder le budget des communes touristiques. C'est d'ailleurs avec impatience que nous attendons la publication de son décret d'application. Pour autant, il faut être clair, il ne s'agit pas d'un outil antispéculatif et les sommes en jeu sont presque dérisoires dans des communes où une simple villa se vend à la hauteur souvent du budget annuel de sa mairie. Pour lutter contre la spéculation, il faut d'une part permettre aux élus locaux de définir les zones tendues nécessitant l'emploi de mesures adaptées et d'autre part frapper le portefeuille des spéculateurs. Dans cet esprit, j'avais proposé une majoration de taxation des plus-values immobilières dans les zones soumises à une surspéculation en Corse, adoptée en séance, puis intégrée dans le PLF 2023 par Madame la Première ministre, et enfin non censurée par le Conseil constitutionnel. Conformément à l'article 28 du PLF, l'initiative appartient désormais à la collectivité de Corse de proposer au gouvernement un tel zonage qu'il pourra décider d'adopter. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. Êtes-vous prêt à accompagner la collectivité de Corse dans la mise en œuvre de ce dispositif? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul-André Colombani, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour votre collègue qui a eu un malaise hier soir et lui souhaiter tous mes voeux de prompt rétablissement. Vous l'avez rappelé, monsieur le député, nous avons à réfléchir collectivement sur plusieurs sujets. D'abord celui de la décentralisation qui pourra nous permettre de travailler ensemble sur une nouvelle politique de zonage. Vous savez que c'est le souhait du Président de la République et de la Première ministre que nous mettions en œuvre ce chemin de la décentralisation du logement. Et comme je l'ai dit, le zonage fait partie de ce chantier. Ensuite, vous m'interpellez sur la spéculation immobilière et foncière et les difficultés de plus en plus grandes rencontrées par les ménages qui habitent et qui travaillent à l'année en Corse et dans un grand nombre de zones touristiques à se loger. Ces difficultés sont réelles et elles sont à l'œuvre de différents travaux menés par le gouvernement. Il y a la décision qui a été prise lors de la loi de finances et l'augmentation de la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et très rapidement la liste de ces villes seront fixées par décret et la majorité des villes corses seront, je l'espère, éligibles à ce décret pour que cette mesure puisse être mise en œuvre. Cette mesure permettra par ailleurs d'avoir une politique différente sur le meublé touristique et là encore elle sera à la disposition des maires. Puis vous le savez aussi, nous avons lancé avec mes collègues Olivia Grégoire et Dominique Faure et de nombreux élus et des associations d'élus un travail sur l'attrition de logements en zone touristique. Ce travail fait l'objet de plus de 70 propositions qui sont aujourd'hui à l'étude et avant l'été notre objectif c'est d'avoir les propositions qui seront mise en œuvre pour continuer à lutter contre cette attrition. Enfin, sur l'article 28... Merci de conclure, Monsieur le Ministre. Vous faites 2 minutes. Et je ne vois plus de chronomètre aujourd'hui. Il est juste au-dessus. Ou sinon, si vous êtes de l'autre côté, vous le voyez, il est indiqué.
Voilà, de dos, c'est plus difficile. Monsieur Mathiazin, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre. Ma première question concerne le zonage. Une étude réalisée et présentée par l'UCHOM lors de son dernier colloque annuel au Sénat en septembre 2022 a mis en évidence le rôle important que revêtent les zonages utilisés dans les différents outils de politique de l'habitat. Elle révèle qu'à conditions égales, les zonages conduisent à des écarts de traitement entre nos concitoyens ultramarins et ceux de l'Hexagone, notamment en matière d'aide au logement. Par exemple, un couple avec 2 enfants, avec un revenu annuel de 15 000 € va payer 500 € de loyer sur un T4 en logement très social, LLTS, à Mayotte ou à La Réunion. Le même couple paiera 482 € en Martinique ou en Guadeloupe, mais pas plus de 443 € à Brest ou à Besançon, qui sont en zone B2, comme l'ensemble des territoires d'outre-mer. En plus de cela, cette famille percevra 660 € de moins par an d'aide au logement par rapport à la même famille habitant en zone 2 dans l'Hexagone. Au total, le budget de cette famille ultramarine sera amputé de 1 344 € par an par rapport à celui de la même famille vivant dans l'Hexagone, alors que le coût de la vie est bien plus élevé en Outre-mer. Voilà le résultat du zonage 1, 2, 3 qui n'a pas été révisé pour les Outre-mer depuis 1978. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous mettre fin à ces inégalités qui sont trop flagrantes et qui ne reposent sur rien, sans aucun fondement? Nous sommes prêts à travailler avec vous et vous demandons une réunion d'urgence avec l'ensemble des députés ultramarins sur la question de la révision de ces zonages. Je vous remercie. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Max Mathiazin. Quelques éléments de constat pour recommencer que nous partageons dans le cadre du zonage ABC. Les départements d'outre-mer sont classés, comme vous l'avez rappelé, en zone B1, considérés comme tendus au même titre que la grande couronne parisienne ou les villes centres de certaines grandes agglomérations comme Bordeaux, Nantes ou encore Strasbourg. Ce zonage B1 les rend éligibles au dispositif de soutien à l'investissement locatif, actuellement le Pinel, le logement locatif intermédiaire, ainsi qu'à l'accession par le PTZ. S'agissant du zonage 1, 2 et 3 qui définit les barèmes des APL et les plafonds de loyer du logement social, les Outre-mer figurent en zone 2 au même titre que la Corse ou le Genevois français par exemple. Ces classements tiennent donc déjà compte de la tension sur le logement qui existe dans les territoires ultramarins. Cela ne signifiera pas pour autant que cette situation est satisfaisante. À la suite du CNR Logement, dont la restitution se fera très prochainement, je souhaite que puisse se poursuivre un dialogue sur la réalité de la tension sur les territoires autour d'un indicateur de référence qui nous permette d'objectiver au mieux la diversité des situations, en particulier en Outre-mer. Ce travail pourra notamment servir de base à une révision du zonage ABC et au reclassement d'un certain nombre de communes, y compris bien sûr en Outre-mer. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai perdu une feuille. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que l'article 73 de la loi de finances pour 2021 et la révision du zonage de la taxe sur les logements vacants sera également l'occasion d'y inclure certaines communes d'outre-mer les plus tendues, leur ouvrant un arsenal réglementaire puissant. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Paul-André Colomballi. Merci Madame la Présidente. Comme je l'évoquais précédemment, le mot-clé de ce débat doit être l'adaptation. Si l'on réfléchit à ce qu'il nous est possible de faire à droit constant, il est impératif de tenir compte des spécificités des territoires touchés par les phénomènes spéculatifs. Je parle de la Corse, mais j'aurais pu parler également de l'outre-mer sur ce sujet. La Corse est caractérisée par des contraintes topographiques évidentes, l'étroitesse du parc immobilier, un désordre foncier historique, une attractivité en progression constante. En découle une pression immobilière et foncière qui s'exprime cependant de manière hétérogène sur l'île. Cela est d'autant plus grave qu'un Corse sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté et que sans régulation du marché immobilier, l'accession à la propriété bâtie devient impossible pour la majeure partie de la population. Cette dépossession est malheureusement renforcée par le détournement de certains dispositifs qui sont aujourd'hui dévoyés.
Je pense par exemple aux modifications que nous devrions apporter à la loi Pinel, afin de limiter l'évaporation des biens initialement créés pour répondre aux besoins locaux qui basculent rapidement vers la résidence secondaire et la location saisonnière de courte durée. Je peux vous assurer que quand je vois passer un projet Pinel sur ma circonscription, cela aboutit très rarement à loger la classe moyenne corse. Une inversion totale du paradigme doit être imaginée et il faut mettre à la disposition de l'administration fiscale des moyens d'exercer un véritable contrôle. Les propriétaires louant à l'année doivent bénéficier d'une fiscalité nettement plus avantageuse que les locations temporaires de courte durée de type Airbnb. Certes, c'est une avancée technologique sur laquelle le législateur a beaucoup de retard. Et si elle permet un regain de pouvoir d'achat pour certains propriétaires, elle détruit le tissu économique de nombreuses régions, créant des lits froids et mettant à mal l'hôtellerie. Cette tendance se superpose à la bulle spéculative dans un cercle vicieux que nous devons briser. De même, le crédit d'impôt corse a pu être détourné de son objet par le passé. Il pourrait être redéployé en faveur de la transition écologique et environnementale pour la rénovation thermique des résidences principales, par exemple. Quel est votre avis sur ces différentes propositions, Monsieur le ministre? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Colombani. Vous m'interrogez sur une adaptation notamment du dispositif Pinel en Corse. Sur le fond, je partage pleinement, bien évidemment, votre objectif de soutien au logement du plus grand nombre des populations corses, du soutien à la réhabilitation et à la rénovation du patrimoine bâti ancien pour répondre aux besoins de logement et en particulier aux besoins des résidences principales. Des dispositifs permettent précisément d'y répondre. Je pense notamment à Loc-Avantage, créé en 2022, qui conjugue les aides de l'ANA pour les travaux de rénovation, notamment énergétiques, et un dispositif de réduction d'impôts en fonction des décotes sur les loyers de marché appliqués. Je pense également au dispositif trop peu utilisé à ce jour de Denormandie dans l'Ancien, qui prévoit lui aussi une réduction d'impôts pour les investissements locatifs avec travaux de rénovation lourde, ouverts dans les communes du plan Action Cœur de Ville ou ayant signé une convention d'opération de revitalisation territoriale. C'est le cas, par exemple, des villes de Bastia et d'Ajaccio. Pour aller plus loin, je suis favorable à ce que nous ouvrions une réflexion plus large sur la simplification de la fiscalité sur les revenus locatifs en poursuivant un meilleur ciblage de nos priorités. Le rapport d'évaluation du dispositif Denormandie, qui doit être rendu au Parlement, permettra d'ailleurs d'alimenter ces réflexions. À ce titre, des adaptations additionnelles aux ZRR peuvent être envisagées en cohérence avec les objectifs de transition écologique et de sobriété foncière et avec des contreparties en termes de modération des loyers. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Max Mathiazin. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Dans les Outre-mer, l'efficacité des programmes pluriannuels des politiques de l'habitat n'est pas au rendez-vous, on le sait. Et je ne parle même pas du parc privé qui demeure l'angle mort des politiques de l'habitat, et pour lequel il faudrait en Outre-mer un véritable plan de rattrapage. Des dizaines de milliards sont dépensés par l'ANRU, la NCT, l'ANA, et les programmes d'action Cœur de Ville, Petites Villes de demain, etc. Mais par exemple, l'ANA n'intervient à hauteur que de 0,18% en Outre-mer, alors que 4% de la population vivent dans ces territoires. Cet état de fait est dû en grande partie à l'absence d'une représentation dédiée aux Outre-mer dans les organes de gouvernance de ces programmes. Or, l'expertise que requiert la diversité de nos territoires nécessite impérativement de donner une place dans la gouvernance de ces programmes aux organismes dédiés à ces territoires. C'est une question de cohérence et d'efficience. Ainsi, nous vous demandons, premièrement, de faire figurer dans le Code de la construction et de l'habitation les organismes de représentation du logement social, et en particulier ceux qui maîtrisent le sujet de l'habitat outre-mer. Et je pense par exemple à l'UCHOM, Union sociale pour l'habitat outre-mer. Et deuxièmement, d'intégrer une représentation exclusivement ultramarine dans les organes de gouvernance des programmes nationaux afin qu'ils puissent répondre aux réalités spécifiques de chaque territoire ultramarin. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je tiens à vous le dire et à vous le certifier devant vous et les autres parlementaires. La question du logement, la question de la politique de la ville en Outre-mer ne sont pas des oubliés, bien au contraire. Et j'ai pu le constater comme ancien président de l'ANRU à travers les comités d'engagement que j'ai pu présider sur des territoires ultramarins ou à travers un certain nombre de déplacements que j'ai pu faire à ce titre en Outre-mer. Et je sais que la directrice générale de l'ANRU a déjà fait plusieurs déplacements depuis sa nomination avec la nouvelle présidente. Vous évoquez la juste représentation des Outre-mer dans nos agences, celle de l'ANA et de l'ANRU par exemple, et je partage avec vous cet objectif, même si je le sais qu'il est parfois difficile de tenir ces objectifs. Nous avons d'ailleurs décidé de réduire la représentation et le nombre de membres du conseil d'administration dans l'ANRU dans la période précédente pour avoir une gouvernance plus resserrée, en passant de 18 à 6 les représentants de l'État. Et le ministère des Outre-mer est d'ailleurs sorti du conseil d'administration, mais ce n'est pas pour ça que les questions ultramarines ne sont pas portées au sein de ce conseil d'administration. De la même manière, à l'ANA, le conseil d'administration comprend désormais un membre de la DGOM et j'y suis extrêmement attaché. Je peux juste vous donner comme exemple qu'à titre personnel, j'ai eu à nommer 2 commissions ces dernières semaines. La nouvelle commission du Conseil national des villes dans laquelle j'ai demandé à un élu de la Réunion de mémoire d'y participer, et à la commission Mèche-Mâche sur la politique de la ville et la participation des habitants. Et là, j'ai demandé à Didier Laguerre d'y participer parce que je tiens effectivement que la politique de la ville et la politique du logement soient au cœur de mes réflexions. Je vous remercie. Je vous remercie. Et pour le groupe Renaissance, donc la première question sera posée par Madame Sabrina Agresti-Roubache. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes très chers collègues, le logement traverse une crise majeure depuis plusieurs années. Cette crise pourrait prochainement s'amplifier du fait d'une offre de logements en forte décroissance, notamment dans les grandes villes. D'après les relevés de la Fédération française du bâtiment, les ventes de logements ont ainsi déjà chuté de plus de 31% sur 12 mois entre les périodes mars 2021 et février 2023. Les ventes de logements en promotion immobilière ont quant à elles chuté de plus de 16% dans l'année 2022 et entre l'année 2022 et l'année 2023. Les constructeurs sonnent l'alarme sans être entendus. Les mises en chantier de logements ont baissé de 6,4% entre les périodes mars 2021 et février 2023. Dans le même temps, les nouveaux permis de construire se sont raréfiés, en recul de 5,1% au niveau national et de plus de 80% dans une ville comme Marseille. Le rapport de la commission présidée par François Rebsamen, publié à l'automne 2021, souligne également cette chute de la construction. La France est ainsi passée en début de quinquennat de 437 000 mises en chantier en 2017 avant de chuter à 350 000 en 2020. L'un des facteurs est lié aux insuffisances des services municipaux. Dans ma ville, à Marseille, la politique de délivrance des permis de construire a baissé de plus de 80% en 2 ans. En cause, une non-perception de la réalité, voire une déconnexion des élus locaux. La conséquence est immédiate. Une gentrification qui ne dit pas son nom, car la raréfaction des permis entraîne inévitablement la hausse des prix du foncier dans l'ancien. Ma question, Monsieur le ministre, est la suivante. Pouvez-vous nous éclairer sur ce que doit être la réponse de l'État dans les zones où les élus ne répondent pas aux objectifs ou plus aux objectifs de délivrance des permis de construire? Pouvez-vous nous éclairer sur la stratégie qui permettra de créer les conditions d'un vrai choc de la construction de logements pour les territoires qui en ont le plus besoin et qui se désespèrent? Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sabrina Agresti-Roubache. Oui, vous avez raison, il faut regarder la situation actuelle avec lucidité et nous sommes dans une période de crise. Dès le mois de novembre, je disais que le logement ne doit pas être la bombe sociale de demain et c'est l'objet de la mobilisation de l'ensemble du gouvernement. Le constat actuel, il faut le regarder avec lucidité. Comme vous l'avez dit, il y a
une somme de difficultés actuellement. La hausse des taux d'intérêt qui fait que moins de logements sont achetés, et même beaucoup moins de logements sont achetés par nos concitoyens. L'accès au crédit est donc rendu plus difficile et en même temps, il y a toujours plus de demandeurs de logements. Et la crise de l'immobilier privé, n'est pas qu'une crise de l'immobilier privé, c'est aussi une crise à venir du logement social parce que les promoteurs construisent aussi du logement social. Face à cette difficulté, à la fois une crise de l'offre, mais aussi une crise de la demande, le gouvernement, bien évidemment, agit. L'objectif, c'est, comme vous le rappelez, à Marseille et ailleurs, de construire plus de logements là où il y en a le plus de besoins, notamment en zone tendue. Il faut pour cela agir sur différents axes en même temps, si j'ose dire, celui du foncier, bien évidemment, et du coût du foncier, celui des coûts de construction, celui de l'accès au crédit, sans envoyer nos concitoyens vers le surendettement. Donc il faut être extrêmement attentif. Les pistes qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est d'abord un travail avec la Caisse des dépôts d'acquisition de logements pour sortir un certain nombre de projets qui sont coincés. Un travail que nous menons avec Bruno Le Maire et Christophe Béchu avec les banques pour que l'accès au crédit soit le plus facilité possible tout en gardant de la prudence, bien évidemment. Un travail sur les prix du foncier que nous menons aussi avec l'ensemble des collectivités locales parce qu'il faut convaincre les maires, vous avez raison aussi, que construire c'est bon pour leur ville, c'est bon pour les habitants qui y habitent. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur David Amiel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le secteur du logement affronte une crise à la fois conjoncturelle et structurelle qui vient d'ailleurs d'être rappelée par ma collègue Sabrina Agresti-Roubache. Cette crise frappe de plein fouet les classes moyennes dans les métropoles comme à Paris, mais aussi dans les zones touristiques, dans les zones frontalières, dans un ensemble de zones tendues de notre pays. Beaucoup de classes moyennes ne parviennent plus à accéder ni au logement social, ni au logement privé. Cette crise met en péril notre promesse d'ascension sociale et d'émancipation par le travail, dès lors que ce dernier ne garantit plus de pouvoir se loger avec sa famille à proximité de son lieu de travail, des services publics et des réseaux de transport. Dans les zones tendues, la difficulté à se loger déstabilise particulièrement le fonctionnement de nos services publics. Faute d'avoir les moyens d'y habiter, les agents passent chaque jour, parfois jusqu'à 2 heures dans les transports, pour venir y accomplir des missions difficiles et essentielles. Je pense en particulier à nos personnels soignants, à nos enseignants et à tant d'autres. Cela se fait au prix de dépenses importantes, notamment en carburant, et d'une souffrance considérable. Et cela explique aussi les pénuries de recrutement que nos services publics affrontent. Dès lors, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Quelles mesures entendez-vous prendre pour faciliter l'installation des agents publics des premières et deuxièmes lignes au plus près de leur lieu de travail et de la population dans les zones tendues ? Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député David Amiel, vous avez raison, le logement des classes moyennes et en particulier le logement des fonctionnaires et des agents de la fonction publique est un sujet extrêmement important, que ce soit les soignants, les enseignants, les greffiers, les policiers, les forces de sécurité. Tous ces personnels sont extrêmement importants parce que le lien entre leur emploi et leur domicile, comme pour tout à chacun, est extrêmement important. Et ces agents qui ont des salaires moyens entre 2 000 et 3 000 euros ont des difficultés à se loger alors qu'ils sont normalement éligibles au logement social pour un grand nombre d'entre eux et éligibles bien sûr au logement intermédiaire. Donc nous travaillons d'arrache-pied avec la Première ministre, Stanislas Guerini bien sûr, François Braun et l'ensemble du gouvernement à essayer de remédier à cette situation et faciliter l'accès au logement de ces agents publics et de ces soignants. Alors vous le savez, il y a déjà l'indemnité de résidence qui leur permet d'avoir une aide. Cette indemnité de résidence représente plus d'1 milliard d'euros chaque année. 180 000 fonctionnaires ont déjà accès à des logements sociaux dans les réservations telles qu'elles existent depuis toujours, mais on sait que ce n'est pas suffisant et il faut donc aller plus loin. On a plusieurs pistes et la piste principale, c'est le foncier. Il faut que l'État dégage du foncier à travers son propre foncier et puis aussi les hôpitaux qui ont aussi un foncier. J'étais il y a quelques jours encore en réunion avec Nicolas Revel pour travailler sur cette question pour la région parisienne avec la PHP, mais cette réserve foncière existe et elle est extrêmement importante et elle doit être mobilisée comme un espèce de 1% fonctionnaire pour permettre à nos fonctionnaires de trouver du logement et nous donner un parc réservataire qui permettront à nos fonctionnaires d'avoir un logement de mission, un logement de fonction. Il y a des difficultés techniques
techniques à trouver si la fonction ou la mission s'arrête pour que le logement ne soit pas sclérosé. Mais en tout cas, on y travaille d'arrache-pied. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Fanta Berete. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, connaissez-vous les maraudes parlementaires ? Ce sont des opérations organisées par l'Ordre de Malte et d'autres associations qui visent à faire découvrir à un parlementaire la réalité de la vie quotidienne des personnes sans domicile fixe. J'y ai participé en mars dernier et je tiens vivement à saluer et remercier les associations et leurs bénévoles qui se mobilisent et donnent de leur temps pour apporter du soutien moral, matériel et redonner un peu de dignité et d'humanité à ces personnes. Je crois utile de rappeler qu'il a été investi par le gouvernement dans le programme Logement d'abord 750 millions d'euros de 2018 à 2022, puis 550 millions en 2023. Malgré cela, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens dans la rue. À Paris, en novembre dernier, le comptage assuré lors de la nuit de la solidarité faisait état ainsi de 3015 personnes sans solution d'hébergement contre 2598 l'année précédente. Dans le PLF 2023, nous avions voté des crédits alloués à la veille sociale, maraude 115, accueil de jour, en hausse de 6% par rapport au PLF 2022. Or, les sans-abri rencontrés, ainsi que les bénévoles, témoignent que lorsqu'ils appellent le 115, ils n'ont que très rarement des réponses. Ma question est donc la suivante. Nous investissons un pognon de dingue, pour reprendre l'expression du président de la République, pour le bien de tous. Mais les résultats laissent encore à désirer. Monsieur le ministre, pouvons-nous nous indiquer la façon dont ces politiques sont évaluées et nous indiquer la date de mise en œuvre du plan Logement d'abord 2 ? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fanta Berete. Tout d'abord, je me joins à vous pour remercier et féliciter le travail que mènent les associations qui accueillent et qui vont au contact des sans-abri chaque jour et chaque nuit sur le territoire national. Comme vous, j'ai pu aller avec eux à la rencontre des sans-abri, aller avec les personnels du 115 et écouter les appels et les difficultés qu'ils ont à répondre. Vous le savez et vous l'avez rappelé, les dépenses pour lutter contre le sans-abrisme ont été multipliées par 5 entre 2012 et 2022 et la lutte contre les sans-abri est une priorité du gouvernement, une priorité du président de la République. Cet hiver, nous avons mis en œuvre le plan Grand Froid, même si nous ne sommes plus dans la gestion au thermomètre. Il y a des moments particuliers où il a fallu mettre en place ce plan Grand Froid. Et pendant cet hiver, et encore il y a quelques jours, c'est 205 000 places d'hébergement d'urgence qui étaient ouvertes sur le territoire national pour permettre l'accueil des plus démunis. Bien évidemment, on le sait, les images nous le montrent parfois, et ce n'est pas suffisant. Il y a, malgré tous nos efforts, malgré le premier plan Logement d'abord qui a été une vraie réussite, c'est 440 000 personnes qui sont passées de la rue à un toit dans le cadre du plan Logement d'abord. Il y a encore de nombreuses difficultés. Nous y travaillons avec les préfets de la région Île-de-France, les préfets des métropoles et les préfets de province, pour aider un certain nombre de populations à ne pas être là où il y a le plus de problématiques d'hébergement d'urgence et aller dans nos régions où il y a plus de souplesse pour avoir un meilleur accompagnement individuel des personnes les plus en difficulté. Pour ce qui est du plan Logement d'abord 2, nous y travaillons. 40 millions d'euros étaient inscrits en plus pour ce plan dans la loi de finances 2023. Elle sera encore étoffée et dans les semaines qui viennent, nous annoncerons avec le président de la République et la Première ministre le lancement de ce plan. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Dominique Da Silva. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nous savons que près de 2 300 000 personnes sont en attente d'un logement social et que faute d'un nombre suffisant de logements à loyer abordable, surtout en zone tendue, le délai pour obtenir un logement dans le parc HLM continue de croître. En Île-de-France, on approche 3 ans d'attente en moyenne. Pour la moitié des demandeurs d'un logement social, le travail est la principale source de revenus.
On peut donc en déduire que plus d'1 million de ménages, de salariés, éprouvent des difficultés à se loger dans le secteur social malgré l'enjeu de mixité. Outre le manque criant d'offres de logement, le malaise du parc HLM, c'est qu'il se concentre à l'excès, là où les locataires se retrouvent ensuite en grande difficulté pour accéder à l'emploi. Cela s'illustre notamment par un taux de chômage dans les quartiers populaires prioritaires de la ville, environ 2,5 fois, 2,7 fois supérieur à celui des autres quartiers urbains, avec pourtant une part de logements sociaux qui dépasse les 40%. Face à ces constats préoccupants, des mesures radicales doivent être prises rapidement, non pas pour limiter le logement social, mais au contraire, lui conférer des moyens supplémentaires en favorisant le lien emploi-logement. Il est indéniable que les difficultés au carrefour de l'emploi et du logement s'accentuent avec l'augmentation des dépenses pour se loger et l'allongement du trajet domicile-travail. Il nous faut donc répondre aux besoins de ces ménages, de travailleurs qui parfois viennent à renoncer à occuper un emploi faute de solutions de logement appropriées. Cela veut dire investir et produire plus de logements, mais d'abord là où il y a des employeurs et des perspectives d'emploi. C'est le sens de ma proposition de loi que nous venons de déposer avec une trentaine de collègues du groupe Renaissance. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser les pistes du gouvernement pour répondre à l'obligation SRU de production de logements sociaux et à la nécessité de corréler à notre politique, de la corréler avec notre politique du plein emploi? Je vous remercie. Désolé. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Dominique Da Silva, vous avez raison, la politique conduite par le Président de la République et la Première ministre en faveur de l'emploi conduit à un taux de chômage exceptionnellement bas. Et bien évidemment, on ne peut pas accepter que dans ce moment de direction vers le plein emploi, il n'y ait pas une corrélation entre l'emploi et le logement, parce qu'on le sait, le logement peut être et même un frein à l'emploi, et qu'il faut trouver des dispositions pour que les distances domicile-travail notamment soient diminuées et limiter ce frein. Donc il faut construire plus de logements. Plus de logements, là on en a le plus besoin. C'est le sens des travaux que l'on mène, le sens des travaux du CNR. C'est le sens de l'action historique d'Action Logement, puisque Action Logement est là pour travailler au logement des salariés à travers la PEC, ce qu'on appelait quand j'étais petit le 1% patronal. C'est le sens aussi, et vous avez raison de le rappeler, de la loi SRU. Nous sommes en période d'évaluation de la période triennale passée et de programmation de l'action triennale à venir. La loi SRU est une loi formidable qui a joué parfaitement son rôle. Plus de 60% des logements sociaux construits ces dernières années l'ont été dans des territoires carencés. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer à faire vivre cette loi. Elle a été adaptée, elle a été par votre Assemblée il y a une année maintenant lors de la loi Elan et de la loi 3DS pour la moderniser, permettre d'être en phase avec les réalités de terrain, parfois à l'impossible nul n'est tenu, même si on est très attaché. Il va falloir continuer à travailler au contrat de mixité sociale, auquel je crois, à l'échelle des intercommunalités, pour construire une politique du logement qui prenne en compte la réalité de chaque territoire et les réalités intercommunales notamment. Et c'est tout ça que nous mettrons en œuvre tous ensemble. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Daniel Labaronne. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aurais une question très courte. J'aimerais savoir pourquoi le DPE a été imposé comme référence à la rénovation énergétique des logements plutôt que d'autres outils. Le DPE reflète la consommation énergétique du logement. Donc, si vous êtes en tout électrique, par exemple, vous pouvez avoir une étiquette G, même si vous n'émettez pas de gaz à effet de serre. Par rapport à nos objectifs climatiques, il me semble qu'il serait plus logique d'imposer des critères en termes de GES, de gaz à effet de serre, à la location ou à la cession de logements, plutôt que de DEP. D'autant que les travaux de DPE, c'est DPE, je vais y arriver avec ma dyslexie, c'est compliqué. Ces dépenses peuvent être donc très lourdes ou difficilement réalisables s'agissant d'immeubles anciens ou classés. Voilà, je vous remercie de votre réponse, Monsieur le Ministre. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député
Daniel Labaronne. Le diagnostic de performance énergétique, le DPE, est un de nos socles de nos politiques de rénovation du parc de logements. Vous le savez, bien évidemment, avec le dérèglement climatique qui se déroule sous nos yeux et la crise énergétique, nous avons besoin de critères pour rénover notre parc et des critères les plus objectifs possibles. Et oui, le DPE est une étiquette qui a subi un certain nombre d'évolutions, une étiquette qui est construite à la fois sur la consommation énergétique, mais aussi au regard des émissions de gaz à effet de serre du logement. Et la moins bonne lettre de cette étiquette permet de dire si le logement est une passoire ou n'est pas une passoire thermique. La performance énergétique comme les gaz à effet de serre sont donc prises en compte dans le DPE et dans la refonte qui a été mise en place. Je crois que c'est aujourd'hui un outil qui est robuste et fiable dans sa nouvelle version, plus performant et mieux adapté aux attentes des professionnels comme des consommateurs, parce que la méthode précédente, dite sur la facture, évaluait la consommation énergétique de certains logements et non sur les caractéristiques du bâtiment. Aujourd'hui, on est sur cette double caractéristique, celle du bâtiment et aussi celle du mode de chauffage, mais bien évidemment pas seulement sur le mode de chauffage. Et il faut tenir compte de ces deux caractéristiques pour définir la DPE. Néanmoins, il faut rester attentif à la qualité de ce diagnostic, comme je l'ai rappelé aux diagnostiqueurs il y a quelques semaines à travers un webinaire organisé par la DHUP, parce qu'il n'est pas acceptable que plusieurs diagnostiqueurs pour un même logement donnent des étiquettes différentes, et nous serons très attentifs à la qualité des diagnostiqueurs, parce que c'est un outil essentiel à disposition et d'un locataire, et d'un acquéreur, et d'un vendeur pour mettre son logement aux normes le plus rapidement possible. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Rassemblement National, le premier orateur, c'est Monsieur Philippe Lotio. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ça a été dit, la production de logements neufs est en panne. Depuis quelques mois, les indicateurs sont rouges, laissant craindre des difficultés accrues d'accès au logement, bien sûr, mais aussi à très court terme, une crise profonde du secteur du BTP, avec de lourdes conséquences économiques et sur l'emploi. Il y a bien sûr l'inflation, la hausse des taux, le tour de vis des banques sur les crédits, qui rendent plus difficile l'acte d'achat et donc la réalisation de nouveaux programmes. Mais, et hormis quelques positions idéologiques précédemment rappelées, cette crise est en grande partie due au fait que tout semble fait aujourd'hui pour dégoûter les maires de signer des permis. Multiplication et complexification des normes et des contraintes réglementaires, avec des délais, des coûts d'études et de nombreux risques de recours. Suppression de la taxe d'habitation qui fait de nouveaux habitants coûtent en service, mais ne rapportent plus rien aux budgets locaux. Le zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, qui est un objectif louable sur le papier, mais qui, outre renchérir le coût du foncier, inquiète les maires qui ne savent pas précisément à quelle sauce ils vont être mangés, ce qu'ils auront ou non le droit de faire demain, et comment seront modifiés en cascade les documents d'urbanisme dans des délais visiblement trop courts. Et enfin, sur le logement social, la très faible part des attributions réservées aux maires fait que nombre d'entre eux préfèrent appuyer sur le frein plutôt que de se voir imposer des habitants extérieurs et faire face à l'incompréhension, voire à la colère des habitants de leur commune qui, eux, sont toujours dans l'attente. Une situation vécue et que la gestion en flux ne va pas améliorer. Alors, Monsieur le Ministre, seules des mesures fortes peuvent redonner aux maires, finalement, l'envie de construire. Vous l'avez souligné, c'est une nécessité, et éviter une crise. Alors, que comptez-vous faire très concrètement pour les inciter financièrement, je pense, premièrement, comme par exemple reverser aux communes une part de la TVA sur les logements neufs? Est-ce qu'il y a des incitations financières prévues pour les maires bâtisseurs? Deuxièmement, quand la proposition de loi votée par le Sénat pour aménager et assouplir le ZAN sera présentée et débattue dans cette enceinte? Et enfin, pour relancer le logement social, est-ce qu'à un moment ou à un autre, les maires auront davantage de maîtrise des attributions, soit avec une possibilité de préférence locale pour les habitants de la commune, soit peut-être avec une sorte de droit de veto aussi, mais enfin pour leur donner plus de pouvoir dans ce domaine-là et donc les inciter à construire davantage de logement social, ce qui est aussi une nécessité. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Lotio.
J'ai été élu local et je crois savoir qu'un maire qui souhaite construire et qui en a la volonté peut le faire dans les règles actuelles, qui sont des règles équilibrées et justes. Néanmoins, vous avez raison, il ne faut pas se contenter de la situation actuelle, il faut construire du logement, tout type de logement pour concourir au parcours résidentiel, ne pas utiliser un certain nombre de règles actuelles comme des alibis pour ne pas faire, comme le ZAN, qui est une zéro artificialisation nette à horizon 2050. Je crois que dans le cadre actuel, on peut toujours continuer à construire, bien évidemment. Mais oui, il faut modifier un certain nombre de règles. C'est le sens du souhait du président de la République et de la Première ministre de travailler sur une politique de décentralisation du logement. Pas une décentralisation pour faire moins, mais une décentralisation pour faire mieux et ensemble. C'est aussi le sens, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, dans le respect de la loi SRU, des contrats de mixité sociale qui peuvent être travaillés à l'échelle des intercommunalités pour définir une politique du logement sur une échelle plus large, parce que je crois, à titre personnel, à une capacité de construire mieux et ensemble pour respecter des contrats d'équilibre du logement et puis travailler au renouvellement urbain là où il y a du renouvellement urbain, aux politiques de relogement là où il y a du relogement. Être un maire bâtisseur, ça existe, même si j'ai un peu de mal avec cette expression qui me paraît un peu propre des pharaons, plus que du rôle d'un maire. Mais faisons attention à ce que ça veut dire. Aujourd'hui, construire du logement dans sa ville, parfois, c'est juste rester au point mort de sa population. Par exemple, une ville que je connais bien, la mienne, si je construis 100 logements par an, je reste au point mort et pourtant, je pourrais faire croire que je suis un maire bâtisseur. Donc, l'aide, si elle devait exister, c'est qu'est-ce qu'on fait en plus de ce qu'on a fait chaque année pour augmenter sa population scolaire, etc. Et c'est là-dessus que peut-être il faudrait travailler au soutien des élus locaux. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Edwige Diaz. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, le secteur du logement couvre une véritable bombe sociale. Cela fait maintenant plusieurs mois que l'on anticipe une importante crise chez les constructeurs dans un contexte d'inflation exorbitante des prix et de pouvoir d'achat en berne chez tous nos compatriotes. Tous les professionnels de la filière que j'ai rencontrés m'ont alerté sur leurs craintes. Comme signe avant-coureur, nous pouvions par exemple constater que le taux des crédits immobiliers était en forte hausse, à 3,2% pour des emprunts sur 20 ans, ce qui pose un véritable problème sur les capacités d'emprunt des Français. Au-delà de la capacité d'investissement des ménages, une commande amoindrie suppose des problèmes également pour les constructeurs confrontés à une baisse de la demande. Ainsi, on constate un écroulement des ventes des constructeurs de maisons individuelles à hauteur de 31% en 2022. De plus, le nombre de permis de construire accordés sur le premier trimestre de l'année 2023 a diminué d'une manière particulièrement drastique. En comparaison avec l'année dernière, c'est près de 27% de moins de permis délivrés, amenant le nombre de projets d'urbanisme à chuter et avec lui la disponibilité des logements sociaux à destination de nos compatriotes les plus modestes. La baisse du pouvoir d'achat des Français et la baisse subséquente des constructions, Monsieur le Ministre, pourraient mener à la perte de 100 000 emplois dans le secteur de la construction d'ici à 2025, selon les chiffres de la Fédération française du bâtiment. Monsieur le Ministre, quelles sont les actions que le gouvernement compte entreprendre afin de sauver le secteur du bâtiment que, s'il venait à chavirer, eh bien, cela aurait un immense impact sur l'économie française. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Edwige Diaz. Oui, vous avez raison et j'en ai déjà parlé cet après-midi. Il y a une crise du logement, une crise à la fois de l'offre, puisque comme ça a été rappelé, il y a eu moins de production avant les élections municipales avec le Covid, et aussi une crise de la demande, puisque nos concitoyens, dans cette période de crise, d'augmentation des taux d'intérêt, ont moins l'envie ou la capacité d'acheter. Donc le gouvernement agit. Et j'étais encore aujourd'hui au téléphone tout à la fois avec le président de la Fédération française de la promotion immobilière et le président de la Fédération française du bâtiment que vous avez cité tous les deux dans votre intervention pour travailler ensemble à résoudre ou en tout cas à limiter cette crise.
Plusieurs axes sont aujourd'hui à l'œuvre pour le gouvernement. Une action avec la Caisse des dépôts et la Caisse des dépôts Habitat pour acheter du logement et sortir de terre des projets immobiliers qui sont aujourd'hui coincés par une absence de réservation, mais pas les sortir n'importe où, les sortir là où on en a le plus de besoin, et pour avoir un objectif qui est le mien, qui est le nôtre, celui de créer du logement et loger un maximum de Français. Une autre piste, c'est celle que l'on mène avec Bruno Le Maire et Christophe Béchu, avec la Fédération française des banques, avec les banques, pour qu'on soit très attentif, parfois plus souple, sans ramener les Français dans le surendettement, sur la capacité à accepter des emprunts dans le cadre de la souplesse donnée par la HCSF, parce que souplesse il existe, donc à la fois sur le taux d'effort, le nombre d'années d'endettement, et enfin un travail que nous menons avec là aussi Bruno Le Maire sur la manière dont le prêt à taux zéro pourrait être prolongé, parce que le prêt à taux zéro dans cette période de taux d'intérêt haut est un bon outil à disposition des Français et notamment des jeunes couples primo-accédants, qui serait une forme d'apport que les banques pourraient prendre en compte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Michel Guignot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question porte sur les conséquences de la loi Climat et Résilience sur les revenus des petits propriétaires souvent retraités, ainsi que sur le marché immobilier. Cette loi voulue par les écologistes pénalise aujourd'hui les petits propriétaires qui ne peuvent pas rénover leur logement à cause du montant des travaux et ne pourront plus ni les louer ni les vendre. Par ailleurs, les locataires verront ainsi des milliers de logements soustraits du marché. L'article 160 de cette loi dispose que les logements avec un niveau de performance de classe G seront indécents au 1er janvier 2025, ce qui concerne 812 000 logements en location, tout aussi bien dans le parc privé que dans le parc social. Plus de 300 000 personnes sont aujourd'hui à la rue, 330 000 je crois. Plus de 2 millions de personnes sont en attente d'un logement social et ces chiffres sont en constante augmentation. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait distinguer les niveaux de performance énergétique de l'état réel du logement, voire revenir sur le classement pour éviter d'aggraver les difficultés d'accès au logement? Monsieur le ministre, les logements que vous allez désigner comme indécents ne sont pas forcément ni insalubres, ni inhabitables. Allez-vous adapter ces interdictions locatives? Qu'en serait-il d'un accès facilité et incitatif aux dispositifs d'aide à la rénovation? Après tout, si l'État finance le logement des clandestins à l'hôtel, il peut peut-être mieux financer les travaux de rénovation énergétique pour les petits propriétaires à faible revenu, afin de les aider à conserver leurs biens et à ne pas spolier les générations suivantes. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Guignot. L'éradication des passoires thermiques est une priorité du gouvernement et je l'espère, une priorité de l'ensemble de la représentation nationale. Il n'est pas acceptable de laisser vivre des populations, des familles, des enfants dans des passoires thermiques, des appartements dans lesquels il fait très froid l'hiver, très chaud l'été, dans lesquels il y a de la moisissure. Et oui, l'ensemble des propriétaires, qu'ils soient occupants et bailleurs, sont éligibles aux aides de l'État et de MaPrimeRénov', bien évidemment. Mais un propriétaire bailleur a des responsabilités. Il encaisse tous les mois des loyers et il ne peut pas accepter de laisser vivre des familles dans des conditions indécentes. Pour moi, une passoire thermique est une passoire thermique et elle est forcément indécente. Le propriétaire a accès à MaPrimeRénov', il a accès au C2E, il a accès à l'éco-PTZ, il a accès à exactement les mêmes droits qu'un propriétaire occupant. C'est un effort majeur, puisque le propriétaire occupant, lui, n'a pas de revenus liés à son logement pour faire les travaux. Le propriétaire bailleur, lui, a des revenus liés à son appartement. Ce sont les loyers qu'il encaisse parfois depuis de nombreuses années. Et donc, oui, il faut qu'il fasse les travaux dans le temps qui lui est imparti, parce que c'est une obligation. Ensuite, il y a
forcément, et on y travaillera, des cas particuliers. C'est pour ça qu'il faut accompagner la rénovation thermique de l'habitat collectif, parce que parfois un appartement dans un habitat collectif classé F ou G, si l'ensemble du bâti n'a pas mis en place les travaux et la copropriété n'a pas mis en place les travaux, on aura peut-être des difficultés, mais ça on les regardera. Mais aujourd'hui on est dans le cadre de la loi actuelle. Et dernier point, il est hors de question pour moi qu'un logement de location puisse passer un jour en meublé touristique sous réserve qu'il n'est pas décent à la location à longue durée. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Florence Goulet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, la diminution de l'offre locative et des ventes immobilières participe pour beaucoup à la crise du logement à laquelle sont confrontés les Français. Un récent article paru dans un magazine souligne que les mises en vente se sont effondrées, limitées à 98 000 logements collectifs et 120 000 maisons individuelles en 2022, estimant qu'à l'horizon de 2030, la France manquera d'au moins 4 millions de logements, avec pour conséquence l'alimentation de la bulle spéculative sur l'immobilier. Les obligations de rénovation énergétique et la mise en place du nouveau diagnostic de performance énergétique ne sont pas étrangères à ce phénomène. J'ai pour ma part été co-rapporteur de l'application de la loi dite climat et résilience. Et à cette occasion, j'ai recueilli un nombre important de témoignages sur les difficultés financières qu'elle pose aux propriétaires et copropriétés. Le coût des diagnostics, tout d'abord, et des travaux qui n'est guère compensé par des aides demeurant partielles et dont l'attribution se révèle très inégale en pratique. Des difficultés aussi à satisfaire des objectifs irréalistes et peu adaptés aux spécificités de différents types d'immeubles, notamment les plus anciens. Donc, Monsieur le Ministre, quelles solutions envisagez-vous pour alléger le poids des normes de performance énergétique et redonner confiance à tous les acteurs de ce secteur dans le cadre d'une politique réaliste du logement? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Florence Goulet, vous l'avez rappelé, la loi climat résilience votée sous la précédente mandature a notamment pour objectif d'accélérer la rénovation des logements considérés comme des passoires thermiques, à savoir, comme on l'a rappelé dans la question précédente, les logements classés F et G dans leur DPE. Depuis janvier 2023, les pires passoires thermiques sont interdites à la location. Ce seront ensuite les logements G en 2025, les F en 2028 et enfin les E en 2034. Et face à la crise climatique et à la crise énergétique, mais aussi pour ne pas laisser des locataires vivre dans des logements dans lesquels se chauffer représente un coût excessif, je crois qu'il est impératif de respecter ce calendrier et d'éradiquer les passoires énergétiques. Et je le redis encore une fois cet après-midi, à mon sens, le calendrier d'interdiction de mise en location et en relocation, surtout des passoires énergétiques, doit être tenu. Bien évidemment, il faudra être attentif aux difficultés et c'est aussi pour ça qu'il faut moderniser les règles de la copropriété, par exemple, pour qu'il n'y ait pas des blocages pour un certain nombre de propriétaires qui voudraient faire des travaux dans leur appartement et dont la nature des travaux ne pourrait pas être suffisante compte tenu des difficultés du bâti lui-même. Et c'est à cela qu'il faudra qu'on soit attentif. En tout cas, je le redis, les propriétaires bailleurs sont aussi bien accompagnés que les propriétaires occupants. C'est l'essentiel de cette règle que vous avez ici même votée et qui permet à chacun tout à la fois de profiter des loyers de sa location, mais aussi de profiter de la capacité d'être aussi bien aidé quand on est propriétaire occupant que propriétaire bailleur. Un propriétaire bailleur a le droit à l'éco-PTZ, a le droit à ma prime rénov, a le droit au déficit foncier pour financer les travaux auxquels ces locataires ont droit, à mon avis, de manière juste et équitable. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe La France Insoumise, nous avons Monsieur Jean-Hugues Ratenon. Ça va, Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ministre, chers collègues, à La Réunion, selon la Fondation Abbé Pierre, 100 000 personnes sont mal logées. Actuellement, il y a 39 000 demandes de logements sociaux en attente selon la Confédération nationale du logement. Et après l'INSEE et l'ADEAL, d'après l'INSEE et l'ADEAL, 168 000 logements seraient à construire à l'horizon 2035. Il faudrait donc construire environ 14 000 logements par an. Et on construit actuellement à peine 2 500. Mes questions sont: comment comptez-vous
amplifier, Monsieur le ministre, la construction de logements afin de pallier à l'urgence. Face au vieillissement accéléré de la population sur mon territoire, quelle réponse pour des logements adaptés? Face à l'inflation, les impayés s'accumulent, vous le savez. Quelle solution contre la hausse des loyers et des charges? Comment lutter contre la flambée des prix des matériaux de construction? C'est un vrai sujet sur nos territoires. Ne faudrait-il pas aussi revoir l'application des normes françaises et européennes dans les constructions? Je parle bien d'adaptation sur nos territoires, pas seulement à La Réunion, mais sur l'ensemble des Outre-mer. Enfin, nous ambitionnons à La Réunion d'atteindre une production d'électricité 100% renouvelable dès 2024 et l'autonomie énergétique en 2030. Comment comptez-vous intégrer la performance énergétique dans la construction face à l'urgence climatique? Dans mon département, 20 000 logements, parfois neufs, sont considérés comme insalubres, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie, la santé des locataires. Humidité permanente entraînant des maladies comme l'asthme chez les enfants notamment, des fissures dans les murs, des mauvais raccordements au réseau d'eau usée, la mauvaise évacuation d'eau pluviale, etc., etc. Comment, Monsieur le ministre, pallier à la mauvaise qualité de logement? Comment aussi pallier au manque de réactivité des bailleurs sociaux? Des sujets majeurs qui, j'espère, trouveront des réponses. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Hugues Ratenon. Je me rendrai la semaine prochaine avec la Première ministre à La Réunion. Je m'y étais déjà rendu comme président de l'ANRU pour voir, les effets des plans de renouvellement urbain à La Réunion, mais aussi, comme vous l'avez rappelé, la situation d'un certain nombre d'habitats insalubres et de logements sociaux à La Réunion avec des bailleurs qui sont tout à la fois mobilisés, mais avec lesquels nous avons besoin de continuer à travailler ensemble. Vous le savez, le plan de logement outre-mer de La Réunion a été construit dans un large partenariat avec les collectivités et les acteurs locaux. Finalisé depuis 2020, sa mise en œuvre se traduit par des avancées, je crois, concrètes. Ce plan mobilise l'ensemble des acteurs et fait l'objet d'un suivi en toute transparence de chacune de ces actions qui permet de mesurer les progrès accomplis, mais aussi les progrès à accomplir. En 2022, l'enveloppe de la LBU a été de 61,7 millions d'euros et elle a été intégralement consommée en sus de la consommation de 12 millions d'euros supplémentaires par anticipation sur les crédits 2023, ce qui a permis de financer 2650 logements neufs, dont 1800 logements sociaux, 669 LLI, qui est un outil extrêmement adapté, je le crois, à La Réunion, et 72 logements en accession. Par ailleurs, 660 logements du parc locatif social ont été réhabilités, 180 ont été améliorés avec une aide aux propriétaires occupants dans le parc privé. Pour ce qui est de la lutte contre l'habitat indigne, elle concerne, et vous l'avez rappelé, près de 18 000 logements à La Réunion. Ça doit être une priorité des RHI que nous allons mener sur ce territoire. Et nous avons aussi des opérations de résorption de l'habitat spontané qui doivent continuer à être menées sur ce territoire. Toutes ces problématiques sont prises en compte et comme je vous l'ai rappelé, et peut-être que nous aurons l'occasion de nous y voir la semaine prochaine, nous allons travailler ensemble. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur William Martinet, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, parmi les différentes causes qui expliquent la grave crise du logement que traverse notre pays, il y a l'insuffisance de la production de logements et en particulier de la production de logements abordables. Or, pour répondre à ce défi, nous avons des acteurs, des partenaires qui sont incontournables et qui sont les organismes HLM. Dit d'une autre façon, toute politique qui viserait à résoudre la crise du logement mais qui ne s'appuierait pas sur les organismes HLM serait une politique du logement qui irait dans le mur. Malheureusement, le bilan de ces 5 dernières années en la matière n'est pas en votre faveur.
En 2018, il y avait plus de 100 000 constructions de logements sociaux chaque année. Nous sommes en 2022 descendus en dessous de 80 000 constructions de logements sociaux. Et là, je vais citer directement l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui rassemble les bailleurs sociaux. Je vais les citer pour dire que cette baisse des investissements en production neuve n'est pas le fruit du hasard. Elle est directement à corréler avec la dégradation des capacités du secteur depuis 2018. Donc l'USH, de quoi parle-t-il? Il parle des mesures qui ont été prises par la précédente majorité en 2017, en particulier la RLS, la réduction de loyer de solidarité, et la hausse de la TVA, qui sont deux mesures qui coûtent chaque année plus de 2 milliards d'euros aux bailleurs sociaux. Donc, là encore, dit plus simplement, on ne peut pas demander plus aux bailleurs sociaux, c'est-à-dire de rénover, de construire du logement pas cher, avec moins, c'est-à-dire avec des capacités économiques réduites du fait des décisions gouvernementales. Alors, Monsieur le Ministre, je sais que en ce moment même, vous travaillez à la signature d'un pacte de confiance avec les bailleurs sociaux. Écoutez, force est de constater que pour l'instant, la confiance n'a pas l'air d'être là. Je vais encore citer l'Union sociale pour l'habitat à travers la voix de sa présidente, Madame Cos. Elle nous dit « Nous avons eu des réunions sans cadre, sans vision prospective. » Elle vous invite, Monsieur le Ministre, à arrêter de tergiverser et à agir. Eh bien, écoutez, je vais me faire le porte-parole des bailleurs sociaux. Je pense en effet qu'il faut agir et qu'il faut trouver les conditions pour rétablir la confiance. Et donc, ce sera ma question, Monsieur le Ministre, pour rétablir la confiance. Pourquoi ne pas revenir sur ce qui a été finalement le péché originel du macronisme en termes de politique de logement, c'est-à-dire supprimer cette RLS qui coûte plusieurs milliards d'euros par an aux bailleurs sociaux. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député William Martinet. Oui, vous avez raison. Les Français ont besoin de trouver un logement dans leur parcours résidentiel et en particulier ont besoin de trouver un logement social et tous les types de logements sociaux. Oui, nous travaillons depuis plusieurs mois maintenant en confiance avec le secteur HLM, avec l'Union sociale de l'habitat et avec sa présidence Emmanuel Cos à reconstruire ce pacte de confiance, à construire ce pacte de confiance avec une volonté partagée, celle de construire tout type de logements sociaux et partout sur le territoire national avec l'ensemble des offices qui font partie de l'Union sociale de l'habitat. La priorité est d'utiliser tout ce qui est en notre pouvoir et aussi développer de nouveaux outils. Je pense par exemple au BRS qui doit permettre de produire plus de logements sociaux et des logements sociaux abordables. Nous devons, et ça a été le choix qui a été fait lors de la loi sur le pouvoir d'achat, augmenter de 3,5% les APL, continuer à abonder le FNAP pour que ce FNAP serve tout à la fois à la production de logements sociaux neufs, mais aussi parce que c'est extrêmement important, la réhabilitation du logement social. Il faut tenir à peu près 110-120 000 constructions neuves de logements sociaux et 110-120 000 réhabilitations de logements dans la période qui vient. C'est les objectifs qui seront les nôtres dans la signature du nouveau pacte de confiance avec le monde HLM parce que c'est l'intérêt de nos concitoyens et l'intérêt partagé. Il ne peut pas être décorrélé du travail que nous menons avec Action Logement pour la signature de la nouvelle convention quinquennale parce que cette signature est aussi extrêmement importante pour continuer à financer notamment les programmes de renouvellement urbain de l'ANRU. Je vous remercie. Je vous remercie et la parole est maintenant à Monsieur Jean-Philippe Nilor. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en février dernier, le 28e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement rendait compte de la situation catastrophique du parc de logements dans les territoires dits d'outre-mer. Il recensait en effet plus de 24 000 logements dégradés en Martinique, 30 000 en Guadeloupe, 33 000 à La Réunion et 47% des ménages guyanais sont confrontés au moins à un défaut grave de leur logement. Chez nous, 13% du parc de logement est insalubre, contre seulement 1,2%, soit 10 fois plus que l'Hexagone. 80% des habitants des Outre-mer sont éligibles au logement social, mais seulement 15% en bénéficient. Et le déficit de logements sociaux dépasse
90 000 sur l'ensemble des territoires dits d'outre-mer. Pourtant, la loi de finances 2023, dans cette loi de finances, le logement social outre-mer a vu son budget diminuer. Face à l'urgence des risques majeurs qui pèsent sur nos territoires, nous ne nous contenterons plus de discours. Nous voulons des actes pour assurer qualitativement et quantitativement la construction de logements sociaux et lutter contre la prolifération de logements indécents. L'État est-il réellement prêt à mettre en œuvre des moyens budgétaires, législatifs et réglementaires pour pallier à l'augmentation des prix des matériaux de construction ainsi qu'au phénomène de spéculation foncière et immobilière? Pendant que la construction de logements sociaux stagne, le foncier de nos territoires subit un phénomène sans précédent de spéculation foncière alimenté par des promoteurs prédateurs privés extérieurs qui excluent de fait nos compatriotes et nos bailleurs sociaux de l'accès aux fonciers constructibles. D'autre part, sur le modèle d'une garantie universelle des loyers, êtes-vous prêt à expérimenter, comme nous le proposons, un fonds national d'aide au paiement des loyers dans nos territoires? Et à quand un véritable plan de rupture doté d'ambition et de moyens à la hauteur, tenant compte du coût humain généré par l'inefficacité de l'État depuis des décennies? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Nilor. Comme je l'ai rappelé, le plan logement outre-mer est un plan porté tout à la fois par le ministère des Outre-mer et Jean-François Caraco et le ministère du Logement. Il y a une nécessité à la fois de réhabiliter plus vite le logement en Outre-mer, de tenir compte d'un certain nombre de caractéristiques, des plans de prévention qui peuvent exister, dans lesquels nous avons un certain nombre de retards à rattraper sur le plan de prévention des risques en Outre-mer. Nous devons prendre en compte, et je crois, et j'en ai parlé tout à l'heure j'ai répondu aux questions sur la Corse, du zonage en Outre-mer, le faire évoluer, puisque aujourd'hui la totalité des territoires Outre-mer sont en zone B1, considérées comme des zones tendues, ce qui est un zonage efficace. Mais aujourd'hui, dans le cadre des politiques de décentralisation, il faut qu'on ait une adaptation de ce zonage aux particularités en Outre-mer. Le pacte des confiances devra, et ça fait partie des travaux que nous menons aujourd'hui, avoir une spécificité sur la construction de logements et la réhabilitation des logements en Outre-mer, et en particulier en Martinique et en Guadeloupe, avoir un programme spécifique, de construction de logements sociaux, notamment adapté au vieillissement de la population. C'est aussi une partie du programme que nous menons dans l'adaptation des logements, et cette adaptation, en particulier en Outre-mer et aux Antilles, fait partie des programmes que nous menons avec le ministre Carinco. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe démocrate, Madame Maude Gattel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en zone tendue, la pression sur le logement pèse particulièrement sur nos concitoyens, et c'est tout à fait le cas à Paris. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Entre 6 000 et 9 000 personnes sont sans abri sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Plus de 100 000 sont hébergés. Le taux de rotation du parc social a atteint un plus bas historique pour s'établir à moins de 4% au lendemain de la pandémie, ne permettant qu'à moins de 8 000 logements sociaux d'être attribués en 2020, à mettre en regard aux 260 000 ménages inscrits comme demandeurs de logement social à Paris. Le loyer médian du parc locatif affiche désormais 27 € du mètre carré, laissant de côté une part importante de tous ceux qui prennent soin de Paris. Enfin, les banques étant de plus en plus frileuses, au point que certains ménages, ayant pourtant les moyens d'acquérir un bien, sont contraints de rester dans le parc locatif. Alors à Paris, c'est bien l'ensemble du parcours locatif qui est grippé, avec un impact majeur sur l'hébergement d'urgence et donc sur la situation des plus fragiles. Alors que de nombreuses personnes se retrouvaient démunies lors de la pandémie, le gouvernement a mené une politique volontariste en pérennisant ou en ouvrant 40 000 places d'hébergement d'urgence. En Île-de-France, le secteur hôtelier a été fortement mobilisé pour héberger les plus fragiles et a permis à 52 000 places d'ouvrir, à mettre en parallèle avec les 41 000 en 2017. Mais à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques, les propriétaires de près de 5 000 chambres d'hôtel de région parisienne dédiées spécifiquement à l'hébergement d'urgence se sont retirés des conventions, les liant à l'État en raison des perspectives liées à la fréquentation des JO.
Dans ces conditions, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer les dispositifs que vous mettez en œuvre pour maintenir un haut niveau d'offre en matière d'hébergement d'urgence dans les mois à venir, indispensable au regard des besoins de la région, ainsi que les orientations du gouvernement visant à assurer une meilleure accessibilité au marché du logement francilien? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Maude Gattel. Alors, évidemment, et vous l'avez compris, la mise en œuvre d'un programme de logement à l'échelle nationale, notamment d'accès au logement social, fait l'objet du travail que nous menons dans le cadre du pacte de confiance, et en particulier dans la métropole du Grand Paris. Il y a à produire plus dans des zones denses, c'est difficile, mais il y a un objectif de construire la ville sur la ville et de réaliser plus de logements sociaux. Vous m'interrogez aussi sur les problématiques d'hébergement d'urgence. Oui, vous avez raison, on en a déjà parlé. La situation dans la métropole parisienne est particulièrement tendue. Près de la moitié des 200 000 places d'hébergement d'urgence sont chaque soir pris dans la métropole parisienne, et c'est un travail d'extrêmement de dentelle que nous devons mener pour permettre à ces plus de 100 000 personnes de trouver de l'hébergement d'urgence, soit dans des centres d'hébergement, soit dans des nuitées hôtelières. Et oui, vous l'avez rappelé, l'approche de la Coupe du monde de rugby d'abord, et dans une moindre mesure, mais l'approche des Jeux Olympiques en 2024 nous interroge et nous oblige à anticiper cette situation. Nous l'anticipons comment? À travers une politique dite de desserrement, même si le mot n'est pas très beau, avec le préfet de la région Île-de-France et l'ensemble des préfets, de mettre en place des lieux d'accueil pour les populations en situation d'hébergement d'urgence en province, lieux d'accueil qui doivent nous permettre de mieux étudier la situation individuelle de chacune de ces personnes, travailler avec eux sur leur situation administrative, la réalité de cette situation administrative, pour que le fait d'aller en province ne soit pas négatif, mais vécu comme positivement. C'est le chantier que nous mettons en place. Et dans le même temps, bien évidemment, nous travaillons à travers un appel à projet à l'ouverture de nouvelles places dans la région de la métropole parisienne pour anticiper cette situation. On estime à environ 3 à 4 000 la baisse de capacité hôtelière supplémentaire, puisqu'il y a déjà 2 000 places qui ont été perdues pour résoudre ces problématiques d'hébergement d'urgence. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est maintenant à Monsieur Philippe Naillet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aborderai la question des zonages dans les Outre-mer. Je n'évoquerai pas les zonages en zone 1, 2, 3, ABC, ça a été fait avant moi. Je vais me concentrer, si je puis dire, sur le zonage relatif aux quartiers prioritaires de la ville dans nos territoires ultramarins. En effet, comme il a été démontré par une étude de l'UCHOM de septembre dernier, la révision de ce zonage dans les Outre-mer est nécessaire 9 ans après la dernière réforme. Des critères différents de ceux de l'Hexagone avaient été introduits, du fait notamment de données relatives aux revenus fiscaux indisponibles sur nos territoires. Ces critères supplémentaires imposent que les quartiers concernés doivent faire partie des communes supérieures à 15 000 habitants et que ceux-ci, ou celles-ci plutôt, aient une densité d'au moins 2 000 habitants au kilomètre carré. Ils ont aujourd'hui des conséquences préjudiciables sur les politiques de l'habitat sur nos territoires. Je rappelle quelques-unes très rapidement sur la réhabilitation notamment, puisque seules les opérations de réhabilitation de logements sociaux situés en QPV sont éligibles au financement du crédit d'impôt. Le classement en QPV rend possible certaines interventions de l'ANA. Les opérations de résorption de l'habitat insalubre avec la reconstruction en Outre-mer n'est financée ni par l'ANA ni par la LBU. Enfin, le classement est important puisque le supplément de loyer solidaire qui n'est pas applicable dans les QPV abonde le Fonds national d'aide à la pierre auquel les bailleurs sociaux ultramarins ne sont pas éligibles. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre, parce que l'habitat, vous le savez, est un enjeu social, écologique, économique. Nous demandons qu'à l'occasion de la révision de la géographie de la politique prioritaire, le classement des QPV dans les Outre-mer puisse s'effectuer sur la base d'autres critères. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Philippe Naillet, oui, vous avez raison, le zonage de la politique de la ville en Outre-mer a une spécificité qui est liée à l'absence de statistiques dans ces territoires, sauf en Martinique et à La Réunion. Néanmoins, les territoires ultramarins comptent aujourd'hui 218 QPV,
25% de la population de ces territoires réside ainsi en quartier prioritaire contre seulement 8% de la population sur les territoires hexagonal, avec une grande variabilité selon les territoires. Ce chiffre atteint par exemple près de 50% en Guyane, plus de 70% à Mayotte, mais dès que de 7% par exemple à la Martinique. Vous le savez, j'ai lancé sur le territoire hexagonal et ultramarin une actualisation de la géographie prioritaire avec un objectif à la fois de mise à jour de cette géographie prioritaire, mais aussi à travers les données démographiques, les données de pauvreté, mais aussi une volonté de plus grande souplesse donnée à la fois aux élus locaux, municipaux et intercommunaux pour donner plus de cohérence avec la réalité locale. Pour appliquer cet objectif en Outre-mer, en l'absence de statistiques, comme vous l'avez rappelé, sauf en Martinique et à La Réunion, nous avons lancé avec le ministère des Outre-mer et le ministre des Solidarités une mission inter-inspection de l'IGA, de l'IGAS et de l'EJEDD pour faire des propositions pour actualiser ce zonage en prenant en compte les spécificités ultramarines, mais aussi pour savoir quelle est la gouvernance la plus adaptée, puisque en Outre-mer, le pilotage de la politique de la ville est resté à l'échelon communal. Cette mission rendra ses conclusions avant l'été et bien évidemment, je ne manquerai pas de tenir informé l'ensemble de la représentation nationale, mais en particulier les parlementaires ultramarins des conclusions de cette mission d'étude pour avoir une cartographie de la géographie prioritaire la plus adaptée au territoire ultramarin. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Élie Kalifer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le sujet du logement revêt une dimension singulière dans nos Outre-mer, où trop de nos compatriotes vivent encore dans des conditions indignes ou peinent à se loger. Il manque ainsi 100 000 logements en Outre-mer. Pour la Guadeloupe simplement, pas moins de 10 000 demandes de logement social restent encore en attente. Depuis maintenant plusieurs années, pourtant, les rapports s'empilent, les lois et les plans s'accumulent. Tous démontrent que les objectifs de construction ne sont jamais atteints. Tous démontrent que les problèmes majeurs de l'habitat informel et insalubre persistent. Tous démontrent que l'habitat social continue à se dégrader, que les centres-villes dépérissent et que l'ascenseur du parcours résidentiel est en panne. Si je résume donc, tout est dit, tout se sait, et pourtant peu se fait. En tant qu'ancien élu local sensible à cette problématique, en tant que parlementaire enrichi des propositions des acteurs de terrain tels que l'UCHOM, je crois qu'il est temps d'innover. Disons-le clairement, le temps des démarches descendantes est peut-être révolu. Les politiques de l'habitat doivent être territorialisées ou co-construites, et construites peut-être, pour être véritablement transparentes et efficientes. Il faut donc sortir des interventions en silo et créer des synergies. Il faut donc finir avec des dispositifs d'intervention d'abord calibrés sur les Hexagones et déployés ensuite sur les Outre-mer. Que pensez-vous, Monsieur le Ministre, ainsi de l'idée souvent évoquée de regrouper les crédits, de recentrer les compétences, l'expertise, l'ingénierie Outre-mer au sein d'un même établissement avec le même interlocuteur et partenaire des collectivités? Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Seriez-vous favorable à la création d'une agence à gouvernance partagée avec les territoires dotés des crédits LBU, ANA, ANWI, ACT, etc. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Élie Kalifer, votre question rejoint une ambition forte portée par le Président de la République et la Première ministre, celle de la décentralisation des politiques du logement. Décentraliser, c'est redonner les clés de la politique du logement au meilleur échelon, au plus près des besoins, des spécificités des territoires et ou mieux probablement qu'en Outre-mer, nous pourrions mettre en œuvre cette décentralisation la plus éclairée par les compétences des élus locaux.
Les discussions sont en cours avec les associations. Il est encore trop tôt pour répondre à la manière dont cette décentralisation pourrait avoir lieu et avec quelle ampleur. Et d'ailleurs, je crois qu'elle doit être aussi différenciée en fonction de la réalité des territoires, parce que la décentralisation n'a de sens que si elle est efficace et si elle permet de produire plus de logements là où on en a le plus besoin, pour qu'elle soit une politique efficace pour loger le plus grand nombre de nos concitoyens, pour rénover et pour construire, comme je l'ai dit, là où il y a le plus de besoins. Il n'y a pas de tabou du côté du gouvernement, ni du côté de Christophe Béchu, du mien, ou des associations d'élus, ou de Jean-François Carinco, pour mener cette politique aussi à l'échelon de nos outre-mer. Il ne faut pas non plus, si j'ose dire, jeter le bébé avec l'eau du bain, donc garder les outils centralisés qui fonctionnent bien et travailler à une décentralisation là où on en a le plus besoin, notamment en outre-mer, avec une politique adaptée, parce que oui, la production et la réhabilitation en outre-mer est grippée, elle est trop grippée, et on ne peut pas rester dans cette situation. Il faut construire des logements neufs en accession sociale. Il faut construire aussi en outre-mer de l'intermédiaire, et construire bien évidemment beaucoup plus de logements sociaux et réhabiliter ce qui existe déjà et qui n'est plus à la hauteur des besoins de nos concitoyens d'outre-mer. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste, Madame Sabrina Sebaï, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, les demandes de logement explosent et les durées s'allongent. Les services de logement dans nos communes sont submergés par les demandes des logements sociaux, et notamment des logements très sociaux. La crise du logement, c'est celle qui devrait nous préoccuper toutes et tous, et pour autant, il ne se passe rien. La Fondation Abbé Pierre nous le rappelait, il n'y a jamais eu autant de sans-abri et de mal logés. On le sait, dans un pays qui se précarise tous les jours, à l'inflation record et aux charges qui explosent, le besoin de logement social est crucial. Après 30 ans d'augmentation des prêts à l'achat et à la location, de nombreux ménages choisissent aujourd'hui entre se loger ou se nourrir. Pire, alors même que le parc d'hébergement social est saturé, les maires bâtisseurs qui compensent le déficit national en logements sociaux sur leur commune se voient sanctionnés par des baisses d'aide au financement sur le logement très social. C'est le cas à Nanterre, sur ma circonscription. Pourtant, le fichier de demandeurs de logements sociaux est composé en grande partie de demandeurs de logements PLAI, allant parfois jusqu'à 80% du fichier sur certaines villes. Face à ce constat, nous devons construire massivement, mais pas n'importe quelle catégorie de logements. Il faut construire des logements très sociaux afin de répondre à cette crise. Quand on sait qu'il faudrait construire 60 000 logements très sociaux par an afin de répondre aux besoins de la population, cela devient une nécessité. C'est un enjeu d'humanité, c'est un enjeu de dignité, c'est un enjeu de solidarité. En 2021, seule une demande de logement sur 5, une demande de logement social, a été satisfaite selon l'INSEE. Les demandeurs avec les revenus les plus faibles doivent attendre autour de 7 à 10 ans pour avoir un logement social dans certaines villes. Que devons-nous répondre aux familles qui font leur demande avec un enfant de 8 ans et qui ne l'auront peut-être que lorsque leur enfant aura 18 ans? Monsieur le ministre, pour qui construisons-nous des logements sociaux aujourd'hui? Ma question est simple. Allez-vous imposer des constructions de minimum de logements très sociaux dans les villes carencées en logement social aujourd'hui? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sabrina Sebaï. Le logement soutient la production de tous les types de logements sociaux abordables, mais évidemment parmi eux la production des logements très sociaux en PLAI. Ces logements ont permis d'être présents et extrêmement présents sur le plan logement d'abord. 3/4 des 440 000 personnes qui ont été relogées dans le cadre du premier plan logement d'abord ont été relogées dans des logements en PLAI. Et donc le PLAI est une brique essentielle du plan logement d'abord. Vous le savez, le PLAI est aussi une brique essentielle du relogement dans les programmes en rue, que ce soit des populations qui habitent dans des copropriétés dégradées qui sont recyclées en logement social ou dans du logement qui est démoli et reconstruit. Le PLAI accueille 85% de femmes et de familles monoparentales. Donc oui, vous avez raison, le PLAI est extrêmement important. Il est aidé par l'État. Le gouvernement a fait le
le choix depuis 2017 de cibler les aides fiscales et budgétaires sur les PLAI. Ils bénéficient bien évidemment, et vous le savez, d'une TVA réduite à 5,5%. Ils font aussi l'objet de la 500 millions d'aides du Fonds d'aide nationale à la pierre pour que cette production soit maintenu à un niveau suffisant. Et dans la loi SRU, il est évidemment interdit aujourd'hui de ne pas produire du PLAI dans la manière dont sont comptées la réalisation des plans triennales. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une phase d'évaluation du plan triennal qui se termine et la préparation des plans triennaux à venir. Et j'ai demandé au préfet d'être extrêmement attentif à la présence du PLAI dans les plans triennaux qu'ils seront amenés à faire avec le préfet. Et donc ce soutien particulier au PLAI reste une priorité du gouvernement. Et malgré la période difficile que nous avons connue et la crise sanitaire, un tiers des logements produits ont été ces dernières années depuis 2022 des logements en PLAI. Donc il reste quand même un haut niveau de réalisation. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Aurélien Taché. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la politique du logement, en dehors d'une proposition de loi anti-squat qui favorise les propriétaires et pénalise la pauvreté, est désespérément absente des priorités de la majorité relative. Alors quelles sont vos priorités à vous, alors que plus d'1 millier d'enfants ont eu à dormir cet hiver dehors et 620 personnes mortes dans la rue en 2021 ? Depuis des années, je suis largement interpellé sur des problèmes liés au logement par les personnes de ma circonscription à Cergy. Je pense par exemple à ces familles cergissoises qui m'apportent les preuves que certains bailleurs ne remplissent pas leur part du contrat. Chauffage hors service, même en période de grand froid, fil électrique à nu, moisissures, fuite d'eau, des portes qui ne ferment plus, prise électrique hors des murs. Autant de situations inacceptables qu'aucun Français ne devrait avoir à subir. L'urgence est devant nous, Monsieur le Ministre. Un habitat décent pour tous les concitoyens de ce pays devrait être la première des priorités. Même le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a déclaré récemment que le logement devait devenir une grande cause nationale. Beaucoup de Français refusant des emplois, faute de trouver à se loger. Et là aussi, je le vois tous les jours à Cergy-Pontoise. Un CNR dédié au logement devrait avoir lieu mardi, si vous nous le confirmez par ailleurs, Monsieur le Ministre. Des propositions ont déjà été faites, qui sont issues des groupes de travail de ce Conseil national de la refondation, et elles donnent de l'espoir. Je souscris notamment à cette proposition de rachat massif de passoires thermiques classées F et G pour les rénover et les proposer sous régime de bail réel et solidaire. Je soutiens également la proposition faite pour la création d'un bouclier logement, soit une allocation modulable pour limiter le taux d'effort à 25% pour la moitié de la population aux revenus les plus modestes. Mais vous, Monsieur le Ministre, que pensez-vous de ces propositions ? Ont-elles une chance de voir le jour ? Et si jamais il y avait un problème de financement, je suggère comme piste d'aller prendre les 3 milliards d'euros du service national universel qui n'intéresse aucun jeune et qui serait bien plus utile dans les caisses de votre ministère. Merci. Si vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Taché. Oui, le logement du plus grand nombre est une priorité du gouvernement, bien évidemment. Je l'ai dit dès le mois de novembre, le logement ne peut pas et ne doit pas être la bombe sociale de demain. Le logement ne peut pas être un nouvel Eldorado. Et oui, le gouvernement, depuis 2017, la majorité depuis 2017 a agi. Elle a agi pour les plus faibles à travers le plan Logement d'abord. 440 000 personnes ont quitté la rue et ont eu un toit grâce au plan Logement d'abord. Il y a aujourd'hui un Conseil national de refondation qui a travaillé depuis le mois de novembre. La date de la restitution devra être repoussée de quelques jours pour des raisons techniques, mais évidemment la restitution du Conseil national de la refondation aura lieu. Parmi les priorités qui sont les nôtres, c'est de travailler sur le prix du foncier parce que, bien évidemment, pour construire du logement, il faut du foncier, il faut que ce foncier soit abordable. C'est pour ça que nous allons continuer à travailler sur le bail réel solidaire, développer les offices fonciers solidaires et booster cet outil, je crois, très intéressant qu'est le bail réel solidaire. Et ensuite, nous allons travailler à construire là où il y a le plus de besoins. Ça veut dire convaincre tout le monde, les élus locaux, nos concitoyens, que construire du logement, ce n'est pas une punition, c'est une obligation pour l'ensemble de nos concitoyens. On voit à la fois, et je l'ai vécu comme maire, nos concitoyens venir nous voir pour un logement et quelques jours après signer une pétition contre le petit immeuble qui doit se construire à côté de chez eux. C'est ça qu'il faut construire ensemble, cette union sacrée autour du logement. C'est ce que j'essaye de faire avec le monde du logement social, avec les bailleurs sociaux,
en mettant en place, parce que vous en avez parlé, un observatoire qui va être lancé dès le 16 mai sur l'hébergement d'urgence pour pouvoir prévenir, mieux comprendre, mieux connaître, mieux compter les personnes en situation d'hébergement d'urgence pour que nous n'ayons pas, même si je sais que c'est extrêmement difficile et peut-être illusoire, encore des familles avec des enfants à la rue dans les années qui viennent. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, donc c'est Madame Elsa Faucillon qui a la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je viens d'une circonscription à Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne où la question du logement est tout à fait cruciale pour les habitants, mais aussi pour les maires de ces collectivités. Et le logement est déjà parfois une bombe sociale pour beaucoup des citoyens qui vivent sur ces territoires. Depuis des mois, les locataires du parc HLM subissent aussi, en plus de toutes les difficultés, des hausses de leurs charges locatives. Il y a une explosion des charges qui est corrélée évidemment à la hausse des prix de l'énergie, mais aussi à l'impossibilité pour les bailleurs sociaux d'accéder aux tarifs réglementés de l'électricité. Alors, parmi les réponses aux défis de la hausse des factures énergétiques, figure au premier chef la rénovation de l'habitat, qui permettrait aux locataires concernés de réaliser des économies d'énergie. Or, ce chantier de rénovation de l'habitat social représente un enjeu colossal et les bailleurs sociaux, pour certains en tout cas, beaucoup dénoncent le fait qu'ils ne pourront pas faire face à ce mur d'investissement, d'autant qu'ils ont vu leurs moyens fondre ces dernières années. Les revenus des bailleurs sociaux sont désormais ponctionnés par l'État, ce qui représente 15 milliards d'euros à l'échelle nationale en l'espace de 5 ans. Cela vient s'ajouter aux restrictions budgétaires auxquelles les bailleurs sociaux ont été soumis depuis 6 ans par une série de mesures du gouvernement. Et on a cessé de les dénoncer. Je pense évidemment à la baisse des APL, à l'instauration de la réduction du loyer de solidarité, à la hausse de la TVA sur la construction et la rénovation de logements. Et les capacités financières des bailleurs sociaux diminuent alors même que ces moyens sont nécessaires pour mener à bien les rénovations énergétiques, mais aussi pour soutenir les locataires qui rencontrent ces difficultés. Moi, ce que je vois, c'est dans beaucoup de villes, des maires qui se battent pour proposer des logements abordables aux habitants, pour lutter contre la suroccupation, mais aussi beaucoup de difficultés et de plus en plus de difficultés aujourd'hui pour que l'État soit suffisamment présent pour répondre à ce défi, à la fois dans la construction de logements suffisamment abordables, mais aussi pour la rénovation énergétique. Que pouvez-vous nous en dire, Monsieur le Ministre ? Je vous remercie. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elsa Faucillon. D'abord, je peux vous assurer que le soutien du gouvernement et de moi-même au logement social est un soutien important, très important et quotidien. Je ne prendrai qu'un exemple d'actualité, notre capacité à limiter la hausse des taux du livret A. Vous savez que si on avait laissé faire les choses et laissé augmenter le livret A, ça aurait eu une conséquence financière extrêmement douloureuse pour les bailleurs. Et avec la Caisse des dépôts, avec le gouverneur de la Banque de France, nous avons pris une décision qui a été saluée d'ailleurs par l'USH et sa présidente Emma Coste de limiter la hausse du taux du livret A. Et donc ça a un effet vertueux et pas de nouvelles difficultés financières pour les bailleurs sociaux. Et nous serons attentifs au mois d'août à ce que la nouvelle hausse possible, qui a un effet un peu schizophrénique, parce que si on protège les bailleurs sociaux, on protège moins les petits épargnants, même si il y a un livret d'épargne populaire qui est plus adapté et un meilleur taux auquel nos concitoyens devraient avoir plus d'utilité. Et puis nous avons aussi une volonté, bien évidemment, de protéger les locataires. C'est le sens du bouclier que nous avons mis en place, le bouclier énergétique, à la fois de manière individuelle mais collective. Il y avait quelques trous dans la raquette et nous avons comblé ces trous et les locataires ont été protégés, qu'ils soient en chauffage électrique ou gaz collectif, grâce au nouveau bouclier tarifaire. Nous avons aussi, dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat, augmenté les APL de 3,5% et limité la hausse des loyers de 3,5%. Je sais que certains avaient plaidé sur un gel de la hausse des loyers, mais ce n'était pas le choix des bailleurs et de tous les bailleurs, y compris ceux de l'USH, parce que justement, cette hausse de loyer leur permet de répondre aux besoins urgents, et vous avez raison, de la rénovation thermique de leur patrimoine. Je vous remercie. Je vous remercie. Et Monsieur Frédéric Maillot sera notre dernier orateur.
Merci Madame la Présidente. J'aimerais avant de commencer avoir une pensée particulière à la transcripteur qui a fait un malaise hier soir et lui dire qu'elle est dans nos pensées. Monsieur le ministre, j'aimerais attirer votre attention sur 3 points. La première, nous avons à La Réunion 87% de demandes liées au logement locatif très social, ces fameux LLTS. Et d'après les experts, il en faudrait 1900 qui sortent de terre chaque année pour y répondre. Pour y répondre, il faut du foncier. Et le foncier à la terre, ce n'est ni les bailleurs, ni les Réunionnais qui achètent les terres à La Réunion. Construire, oui, mais j'insiste sur le fait qu'il faut construire aussi de qualité. Trop de logements sortent de terre et qui n'est pas de qualité. Nous sommes pauvres, mais nous avons le droit de vivre dans un logement décent. C'est particulièrement indigne que les gens payent pour vivre dans des logements indécents quand on sait que le loyer est le premier poste de dépense de ménage. Deuxième point, Monsieur le ministre, concerne nos étudiants. Il y a là un manque cruel de logements pour nos étudiants, dont une grande partie sont pauvres et qui sont donc obligés de se tourner vers le logement privé, souvent hors de prix et inaccessible. Cela crée une rupture d'égalité des chances. Si vos parents ont de l'argent, ils payent. S'ils n'en ont pas, cela met en péril la poursuite des études des étudiants dits pauvres. J'en veux pour preuve que 4000 étudiants ne trouvent pas de logement. Il faut une accélération du logement étudiant et au plus vite pour que nos étudiants réussissent. Si l'avenir se joue à l'école, donnons à nos étudiants la possibilité de poursuivre leurs études de façon sereine et ne faisons pas d'économies sur le dos de la jeunesse. Et je terminerai en vous demandant de façon très solennelle à veiller, sans mauvais jeu de mots, à ce que la gentrification ne gagne pas du terrain à La Réunion et de veiller aussi à ce qu'il y ait une vraie mixité sociale dans les futurs projets immobiliers, notamment dans les quartiers populaires. Il en va du bon vivre ensemble et de nos concitoyens pour qu'il n'y ait pas les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Maillot, permettez-moi de vous tous vous remercier de la qualité des échanges que nous avons eus cet après-midi. Et comme je le rappelais, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, je me rendrai à La Réunion avec la Première ministre la semaine prochaine. Et évidemment, la question du logement sera au cœur de notre réflexion. Le plan logement outre-mer à La Réunion, les objectifs de ce plan ont été atteints. Mais oui, l'écart continue de se creuser entre l'offre et la demande de logement et de logement social à La Réunion. Et vous avez raison, là aussi, comme sur le territoire hexagonal, il faut construire plus là où il y a le plus de besoins et construire plus de tout type de logement à La Réunion comme ailleurs, du logement social, du logement locatif intermédiaire. Il faut être attentif à la spéculation immobilière. Il faut, oui, lutter contre la gentrification et avoir un regard particulier sur le logement étudiant, puisque les universités ne sont pas sur l'ensemble du territoire réunionnais et ce n'est pas la route d'outre-mer qui règle littoral qui réglera tous les problèmes de déplacement des étudiants réunionnais et donc il faut travailler avec les collectivités locales et ça pourrait faire partie des sujets que j'aurai avec eux la semaine prochaine lorsque j'aurai l'occasion de les rencontrer et l'ensemble des bailleurs sociaux de La Réunion que je souhaite réunir pour voir avec eux s'ils sont vraiment en capacité de tenir leurs objectifs, leurs engagements de loger le plus grand nombre de Réunionnais en étant attentifs à la pluralité de l'offre de logement social. Il y a des plans de renouvellement urbain extrêmement ambitieux à La Réunion sur différentes villes dans lesquelles les programmes doivent être aussi l'occasion de créer de la mixité, de ne pas exclure des populations, mais au contraire de donner envie aux habitants de ces villes, je pense à Saint-Louis, à Saint-Pierre ou dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, de rester dans leur quartier et que les logements reconstruits soient de qualité parce que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pu en être témoin comme président de l'ANRU. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Et donc, je souhaitais aussi souhaiter un bon et prompt rétablissement à la fonctionnaire qui a fait un malaise en séance hier, comme voilà, dont les nouvelles seraient plutôt à cette heure plutôt rassurantes. Et comme je l'imagine, hein, l'ensemble des parlementaires. Mon collègue s'est exprimé précédemment, l'ensemble des collaborateurs et bien évidemment l'ensemble des fonctionnaires de cette Assemblée. Donc la séance de questions est terminée et donc la prochaine séance aura lieu le mardi 9 mai à 15h avec les questions au gouvernement, la proposition de résolution
visant à appeler la France et l'Union européenne à inscrire le groupe militaire privé Wagner sur la liste des organisations terroristes. Et nous aurons aussi une proposition de loi visant à rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européens sur le fronton des mairies. La séance est levée.